Le réveil de l'info, c'est Atlantic Radio. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous n'êtes pas dans une salle de gym là ? Vous devriez courir là, je sais pas, sur le tapis. Ils sont où les machines ? Moi je suis preneur. Ramène les machines. Il y en a partout là. Bon, ramène les machines. Ok, d'accord, on peut mettre les machines et puis on commente l'actualité en étant essoufflé. Un petit peu de sport. C'est n'importe quoi. Ça peut prêter à confusion. C'est n'importe quoi, mais bien sûr. Ismaël Bargash, cofondateur de Wayfair, et Hicham Hamadi, PDG de Togo. Ce matin sont les décodeurs. On va parler Cannes 2025, jour J-3. Je suppose que vous êtes au taquet là. Ah bah oui, on a mis la tenue, on est prêt. Je vous le fais pas dire. En plus, cet après-midi, la finale de la Coupe arabe. Ouais. Dimanche, le match d'ouverture. C'est génial. C'est si la pression devait se transformer en métaphore, je pense que ceux qui avalent un charbon aujourd'hui vont créer d'ici demain un diamant lorsqu'ils vont tellement la pression est forte. Ah, c'est pas mal ça. Moi, je me suis pris... il est inspiré ce matin. Il est beau ce matin. Il est inspiré. Voilà. Bon, non, inspiré. Ouais, si. Moi, je me suis pris un petit apéritif hier avec la victoire du PSG, avec sans Achraf Hakimi. Mais sans Achraf Hakimi et sans Lucas Chevalier dans les buts, mais avec un gardien russe, Safonov, qui a arrêté 4 pénaltys quand même. Comme quoi. C'est quand même incroyable. Il faut saisir les opportunités dans la vie. Bref, dans quelques minutes, Cannes 2025, jour J-3, on va parler de mobilité aujourd'hui. Le Maroc peut-il faire circuler tout le monde sans se bloquer lui-même ? Bon, on parlera de tout ça. Aéroport, train, route, tramway, transport urbain, liaison interville. On essaiera comme d'habitude, sur la mobilité, vous êtes assez prolixe, on va dire. Vous parlez beaucoup sur la mobilité, c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. Ismaël, c'est son sujet Et puis, on parlera des PME également. On a beaucoup de sujets aujourd'hui. Moi, je voudrais qu'on ouvre avec un sujet d'actualité. C'était Donald Trump qui était hier, qui a prononcé un discours en direct de la Maison-Blanche, qui a été relayé par la télé américaine. Et il a fait son bilan, un premier bilan de 11 mois. Et je voulais qu'on revienne pour commencer, on va dire, sur le bilan de Donald Trump. Comment vous évaluez ce bilan-là après 11 mois, c'est bientôt la fin de l'année, donc on est déjà dans l'époque des bilans. Qui commence ? Vas-y. Ouais, moi, ce que je peux en dire, c'est que ce genre de sujet, je les regarde systématiquement du point de vue du spectre de l'intérêt de notre pays, le Maroc. Oui. Et que par conséquent, la seule chose qui me vient en tête, alors on peut parler de l'emploi américain, de l'emploi aux États-Unis qui est un de leurs gros sujets. L'autre très gros sujet aux États-Unis, c'est celui de l'inflation, celui des hyperscalers qui font l'économie américaine, etc. Tout ça, c'est des vrais sujets. Pour moi, le vrai sujet, c'est que en 11 mois, il a réussi à nous aider à faire ce qu'en 50 ans, on n'a pas réussi à faire. Donc moi, de mon point de vue, je ne rentre pas dans la politique américaine, dans la politique politicienne américaine. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Maroc. Et de ce point de vue-là, ce qu'on peut dire, c'est que son bilan est stratosphérique, excellent. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut renommer une très grande avenue dans la capitale ou dans une très grosse ville du Maroc en son nom pour qu'on se souvienne de ce début de mandat dans lequel il a fait quelque chose d'absolument fantastique au Maroc. Par ailleurs, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il n'y a pas que le Maroc. Il a été faiseur de paix entre ces deux pays qui sont à côté de la Turquie, dont j'oublie, dont le nom m'échappe. Il est en train de faire des pieds et des mains en background pour qu'une paix réelle et sincère puisse se faire entre le Maroc et nos voisins de l'Est. Il est en train de le faire sans résultat probant avec la Russie et l'Ukraine. Alors je souligne 2 fois le sans résultat probant, mais je pense qu'il le fait de bonne foi. Ce que je retiens, moi personnellement, de ces 11 mois de mandat, c'est que avec Donald Trump, ce qu'il faut, c'est ne pas voir ce qu'il dit, mais c'est constater ce qu'il fait. Et du point de vue de l'international, ce qu'on peut constater, c'est que jusqu'à présent, c'est un faiseur de paix, ou alors c'est quelqu'un qui fait de son mieux pour essayer de faire sincèrement la paix. En tout cas, il y a beaucoup de choses. En 11 mois au pouvoir, c'est, quand on regarde ce qui a été fait, ce qui est fait même quasiment au quotidien, c'est assez énorme. C'est plus que les précédents, en tout cas. C'est énorme, surtout au niveau international. Enfin, moi, j'ai pas de visibilité par rapport à l'interne. Quel est le ressenti des Américains ? Je sais qu'ils sont pas très contents par rapport. Les Américains sont complexes et multiples. Ouais. Bon. Et en plus, c'est un pays très
avec des ramifications plutôt fédérales. Oui. Il avait commencé par, on va dire, un bras de fer au niveau international avec l'augmentation des tarifs de douane pour que la négociation sur l'épargne des pays puisse arriver aux États-Unis. Hier, il est revenu là-dessus en disant, mais écoutez, on critique beaucoup, mais voilà ce que ça a rapporté depuis le début. Quoi. Mais bien sûr. Ça a rapporté beaucoup d'argent. Ouais. Et donc, il a une politique très simple, très, très, très lisible. L'intérêt des États-Unis et surtout ramener les investissements, ramener de l'argent. Donc en bon commercial, il a signé énormément d'accords avec des pays, avec des financements, on va dire, qui sont colossaux. Il a arrêté 3 ou 4 guerres. Il est en train d'arrêter la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc oui, c'est quelqu'un qui est pour les espèces de deals. Il est pour les transactions. Donc globalement, pour lui, tout peut se régler par une transaction. Ce qui est plutôt une bonne approche parce que l'enjeu actuel, c'est de, on va dire, avoir une sorte de marché prospère dans lequel tout le monde peut commercer. C'est un fervent défenseur des États-Unis. Mais l'annonce qu'il a faite, c'est que maintenant les États-Unis sont prêts pour une explosion économique. Donc on attend de voir. Tout à fait. On attend de voir quels seront les leviers qu'il va utiliser. Un boom économique comme le monde n'en a jamais connu. Donc on attend quels sont les leviers sur lesquels il va appuyer pour arriver à ce boom. Et entre parenthèses, il est toujours imprévisible. Il a pris le temps d'écrire des commentaires sous les portraits des... Oui, on a dit ça tout à l'heure dans l'info en plus. Bon, ce qui est dingue, c'est qu'il y a toujours un peu le décorum, quoi. Il y a toujours, à chaque fois, il y a un événement de communication. Et là, l'événement de communication, c'était évidemment que les journalistes, l'ensemble des journalistes étrangers et nationaux se sont précipités à la Maison-Blanche. Il y avait une espèce de parcours comme ça. Et évidemment, on passe devant les portraits des présidents précédents. Et là, on découvre en fait une note biographique qui a été rédigée par Donald Trump. Enfin, corrigé par Donald Trump. Ouais, globalement, sur Biden et sur Barack Obama, il y a une rédaction qui est très exacte, une nouvelle rédaction. Donc, globalement, il reproche toujours, on va dire, à l'establishment les élections qu'il avait perdues en disant que ça a été volé. Ouais, et il a osé dire sur Barack Obama, président clivant. Et c'est vrai, globalement c'est vrai. Maintenant, si on le lit d'une manière positive. Donc oui, il y a toujours sa petite touche. Et c'est ce qui fait de lui un Trump. Donc je pense que la politique avec Trump, elle est complètement différente de ce qu'on a. Je rejoins ce que dit Ismaël tout à l'heure, là. Pourquoi il s'intéresse autant, en fait, à nous et à nos relations inter-Maghreb, on va dire? Je pense sincèrement que le feu sacré qui anime Donald Trump, c'est celui de marquer de son empreinte la géopolitique mondiale. Je pense que ce qu'il cherche sincèrement, c'est à faire partie intégrante des livres d'histoire, même une fois qu'il aura cassé sa pipe et qu'il aura tiré sa révérence. Et pour ce faire, je pense que le choix qu'il a fait, c'est d'être dans un style très fort dans les mots et dans un style très efficace dans les actes. Et je pense que c'est une stratégie qui est très pertinente parce qu'il devrait réussir à arriver à son objectif, qui est celui de survivre à sa propre mort et de faire partie de ceux qu'on citera dans les livres d'histoire. Ouais. En tout cas, il y a une annonce qui a fait grand bruit, c'est les dividendes pour les soldats américains. C'est cette prime-là, un chèque de 1 776 $ pour chaque militaire. Ça, c'est assez incroyable. C'est de la com aussi. Enfin, il ramène tout à une transaction. Pour lui, tout se résout par une transaction. Et tout se résout par un chiffre à un moment. Et tout se résout par une entente par rapport à une approche. Donc ce n'est pas étonnant venant de lui. C'est comme ça qu'il voit la paix, c'est comme ça qu'il voit les relations, c'est comme ça qu'il voit les efforts que chacun doit faire. C'est qu'une question de quel est le prix à mettre sur la table pour qu'on puisse faire quelque chose. Alors le mandat de Trump, il est court quand même. Et Trump fait du Trump, c'est-à-dire que ce modèle-là n'a jamais existé. Qu'est-ce qui va se passer après ?
Ça, c'est une bonne question. Je pense, il a droit encore à un mandat? Non. Non. D'accord. C'est 2 mandats. Non, Deux justement, voilà, c'est ça. Donc, Bah, écoutez, on créera, une IA créera Trump. oui, peut-on créer un Trump, un Trump virtuel peut-être? On revient juste après le journal de Karim Droné. Et on filme pas ce qui se passe pendant les jingles, c'est dommage. On ferait de l'audience. Ismaël Bargash, cofondateur de Wafer, Hicham Hamadi, PDG de Togo. Vous avez vu comme Hicham Hamadi, quand il est arrivé, il était triste, il était presque en noir et blanc. Là maintenant, ça y est. Et maintenant, il est jovial. Ah bah voilà, jovial complètement. Je viens de changer de vêtements. Je ne suis plus en noir et blanc. J'ai une garde-robe ici, non? Alors, on va parler, oui, c'est vrai, oui, on devrait depuis le temps. À quelques jours du coup d'envoi de la CAN 2025, l'enjeu dépasse largement les stades. Accueillir des dizaines de milliers de supporters, des délégations, des journalistes, des touristes suppose une mécanique invisible mais essentielle. La mobilité, aéroport, train, route, tramway, transport urbain, liaison interville, tout devra fonctionner en même temps, sans rupture. Dans un pays où, il faut le dire, les déplacements du quotidien sont déjà sous tension dans plusieurs métropoles. Messieurs, je vais commencer par cette question. Si vous deviez donner une note sur 10 sur tout ce qui concerne la mobilité chez nous, ce serait quelle note? Ismaël Bargash. Vous pouvez pas donner une note à toute la mobilité. Il faut descendre en granularité. Parler si il y a de la mobilité par train où on peut avoir un 11 sur 10. Non mais évidemment. Là, si on parle de la mobilité urbaine... Non mais en général, c'est bon. Si on fait le moyenne quel coefficient vous mettez Il fait du politiquement correct ce matin. Grave. C'est pas vrai. Vous savez, quand vous avez ce type de réponse, c'est que la note, il l'a déjà dans sa tête et il veut pas la... Ouais, non, c'est que le gars veut faire de la politique. C'est pas vrai du tout. Exactement. C'est pas vrai du tout. Bon, c'est pas vrai du tout. 5, 6, 7 Bon, allez, 7,5. 7,5, d'accord, pas mal, bonne note. Bonne note, mais là, il a trop réfléchi avant de la donner. Oh là là, mais il réfléchit trop. Exactement. Vous me prêtez des intentions. Quel cerveau développé. Trop développé. Ah bah trop ouais, développé pour une émission comme celle-ci. Ah, pour nous trop surtout. Développé. Pour nous surtout. Bon, vous me faites rougir. Hicham, question basique. Ouais. Une note sur 10. 4 sur 10. Ah bah voilà. Voilà une note franche. Alors, direct. Expliquez-nous votre note. C'est très simple. Aujourd'hui, on a, si on compare des choses comparables, on prend Casa, on prend Paris, et tout le temps, j'adore ce parallèle. Vous avez une ville européenne qui est desservie par tous les moyens du transport. Oui. Tous les moyens. Vous avez un RER, vous avez un TER, vous avez un métro, vous avez un bus. Et pourtant, les besoins de mobilité sont immenses et énormes. Prenez Casa, on n'y est pas en termes de moyens. Donc on a des moyens qui sont dignes, mais qui ne sont pas suffisants. Oui. On a fait le Busway, on a fait énormément de choses, mais ça veut dire que les besoins sont encore plus importants. Et vous ajoutez à cela le fait qu'il y a de la CAN et qu'il y aura des supporters qui viennent d'Afrique subsaharienne, ça fait que les besoins vont encore augmenter. Donc oui, on a besoin de moderniser notre manière ou notre approche de la mobilité. Et quand je dis approche, c'est pas forcément, je défends le VTC, mais une approche globale. Typiquement, créer un certain espace autour des stades dans lesquels il n'y aura pas de véhicules. Créer des circuits, parce que les schémas directeurs typiquement de Casablanca, à un moment c'était un open space tout azimut, et puis après ils se sont penchés sur la question, il y a des interdits, il y a un sens de circulation, il y a un certain nombre de choses. Donc c'est pour ça que je ne donne que 4 sur 10, et non pas plus que cela. Donc au-delà des moyens et de la modernisation, il faut une réflexion globale. Il n'y a pas plus longtemps, on n'avait pas les trémies d'Arboisa. J'étais sûr qu'il allait nous parler de cette trémie. Oui. Donc dire que cette ethnie, c'est un gars énorme, mais c'est toujours... Pas que celle-ci d'ailleurs, parce que si on prend une ville comme Casablanca, on est à Casablanca, mais attention, on est une radio nationale, donc on peut nous écouter à Tanger, à Gadir, à Marrakech. Mais les problèmes sont les mêmes. C'est pour ça que la vérité statistique, elle est complètement différente de la réalité qu'on perçoit. Et c'est pour cela que lui, il a donné 7,5 sur 10, parce que effectivement, la perception qu'on a en regardant cette rémi, ça a fluidifié, ça fait qu'on arrive un peu plus tôt. Mais si on va sur une réalité statistique, c'est autre chose. Il a pensé au TGV aussi. Non, mais il n'y a pas que ça. Vous avez raison de dire qu'il y a des problèmes qui persistent.
Maintenant, on est quand même un pays dans lequel on va partout via l'autoroute et ça fonctionne très Bien bien. sûr. On est un pays dans lequel on fait Tanger-Casa en TGV en 1h30, il me semble. Dans lequel on va en train, pas en TGV, mais à peu près partout. Dans lequel on est desservi du point de vue aérien avec des aéroports qui fonctionnent pas trop mal et de mieux en mieux. Je viens de rentrer, entre parenthèses, j'ai encore chronométré. J'ai pris l'avion mercredi dernier. Alors c'était exactement 17 minutes pour de sortir. l'avion à la sortie. Donc voilà, la 4 sur 10 est passée à 6 sur 10. Non, 4 sur 10. Non, je maintiens. Non, je maintiens. Parce que il faut pas ça concerne une partie de la population, enfin 2-3% qui voyagent par avion. Et on n'est pas sur. Non, il faut regarder la réalité statistique globale. 2-3%, c'est pas TGV, autoroute. Enfin, si on regarde que la moitié vide de la bouteille, on peut même mettre une note négative. Non, c'est pas ce qu'on dit. Je pense savoir rester objectif face à ce genre de questions. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas à l'intérieur de Casa. On est en train d'essayer de développer, c'est vrai. Et en particulier le sujet VTC. Maintenant, du point de vue du transport, c'est quand même des choses qui fonctionnent pas trop mal. Les autoroutes. Non, l'Afra-Allier. Mais d'accord, dans quelques années, on va faire Casa-Marrakech. L'Afra 50 minutes. Bien sûr. Non, mais le transport la mobilité entre les villes, effectivement, ça je vous ai dit, ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Qu'est-ce que j'ai commencé par dire? Moi, je vous ai dit, il faut descendre en granularité, il faut juger. Mais globalement. L'autoroute toute seule, le train tout seul, et puis le. Non, mais là, la question de départ, c'était, moi, je pense, j'avais une version, enfin, une idée plus urbaine de la mobilité. Exact. Hein. Plus intérieure. Plus intérieure. Moi, j'avais pas compris la question comme ça. Non, mais vous descendez derrière l'hôtel Hayat Regency, vous allez trouver des files d'attente pour les taxis blancs extraordinaires. Et là, vous allez relativiser les 7,5. Vous allez dire, ah oui, c'est pas. Vous allez à l'ICESFA, c'est autre chose. Et si la question c'est. C'est ça. Une note quant au transport à l'intérieur des villes, en particulier à Casablanca, la note là, c'est 3. Je sais pas. Mettre un quantitatif derrière cette question, c'est très compliqué. Mais si, quand même, parce que c'est clair. Il est trop sympa ce matin. Il est trop sympa ce matin. Il fait du bisounoursisme. Exactement. Non, mais cette file d'attente au taxi, elle est là depuis. La nuit des temps. Elle a toujours été là. La nuit des temps. Et elle. C'est quand même dingue qu'elle soit toujours là, quoi. C'est-à-dire que elle est toujours là parce que on veut pas réfléchir autrement. Et je pense qu'il y a une réflexion qui a commencé encore une fois pour aller dans le sens de Smaïl et dire que il y a des choses qui se passent. Il y avait une annonce du ministre de l'Intérieur qui disait que il n'est pas normal d'avoir 2 systèmes de taxi, un rouge, un blanc. Il en a parlé il y a presque 9 mois. Et on attend le résultat. Donc, mais ça ne bouge pas. En fait, c'est pour cela que je donne un 4 sur 10, c'est que la vitesse de modernisation et la vitesse du changement ne correspond pas à la vitesse souhaitée, ne correspond pas à la vitesse avec laquelle on fait d'autres choses. Mais davantage que de pointer du doigt ce qui ne fonctionne pas. Moi, je pense que la vraie question, c'est comment faire pour que ça fonctionne mieux. Bien sûr. Le fond du sujet, c'est celui-là. Clairement. Mais pour proposer et aller dans le sens de qu'est-ce qu'on peut faire, il faut diagnostiquer bien. Et le diagnostic, si on reste sur ton diagnostic en disant non, on a de l'infra, c'est pas bon. Donc quand on va à l'intérieur des villes et on se dit qu'est-ce qui va mal, qu'est-ce qui rend difficile le déplacement des citoyens, on se rend compte qu'effectivement, il y a ce type de problème. Et c'est là où on se dit la solution n'est pas de faire de l'infra, la solution n'est pas d'ajouter d'autres, on va dire, trajets de bus, la solution, mais elle est autre chose. Et c'est là où on arrive avec une bonne solution, pas une solution globale qui ne répond pas. Moi, je pense qu'à l'intérieur des villes, on est en déficit d'infrastructures. En plus, bien sûr. Clairement. Ça fait partie de la solution, de mon point de vue. Exactement. La mobilité, est-ce qu'elle est assez bien mise en avant dans la politique de développement des villes? Nous, on est à Casablanca, on pourrait parler de Rabat, de Marrakech, etc. Si vous êtes à Rabat, vous êtes à l'opposé de ce qui se passe à Casablanca et Marrakech. Casablanca, Marrakech circule très mal, Rabat, ça circule très bien. Ça circule très très bien. Et si on en regarde si on fait le diagnostic, c'est-à-dire qu'un problème bien posé est à moitié réglé, vous avez raison, Hicham Amazi. À Rabat, ce dont on se rend compte, c'est que l'urbanisme est en avance sur la quantité de voitures en circulation. En termes de trémies, en termes
de quantité de bitume qui est au sol pour que les voitures puissent circuler. Et la résultante, c'est que vous allez d'un point A à un point B à Rabat à n'importe quel moment de la journée, peut-être à l'exception des 2 heures de pointe à midi à 19h, vous mettez 10 à 15 minutes, où que vous alliez. Ce qui n'est pas le cas à Casablanca. Puisqu'on parle des voitures, est-ce que cette culture de la mobilité, elle existe aussi chez les gens? La mobilité, c'est une question de supply. Les gens se déplacent quand ils ont un moyen de se déplacer. Oui, mais j'ai l'impression qu'on se déplace beaucoup au Maroc en voiture, dans les villes en voiture, parce que, en fait... C'est une résultante. On ne veut... Oui, c'est une résultante. C'est une résultante. Je veux dire, On ne veut pas. Allez-y. Pendant assez longtemps, ici à Casablanca, par exemple, on ne voulait pas prendre le bus, par exemple. Parce qu'il n'était pas de qualité. Parce que le bus n'était pas de qualité. Bien sûr. C'est bien ce que je vous dis. Bien sûr. C'est une question de supply. Avant le tramway, moi je sais, il y a beaucoup de gens qui ne voulaient pas prendre le tramway parce qu'ils avaient cette mauvaise réputation des bus. Exact. Pour eux, le tramway, ça allait devenir comme les bus, Exact. etc. La phrase qui revenait, c'est le tramway, on va l'avoir propre le premier jour, et à partir de la deuxième semaine, il sera aussi... Exactement. Et c'est pas vrai. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les bus, c'est pas vrai. C'est aussi. pas vrai. On peut très bien prendre un bus sans se faire agresser dans une petite, distance on est à d'accord. Casablanca, etc. Non, les agressions sont dépassées, la qualité elle est dépassée. Encore est-il, par contre, le vrai sujet actuellement, alors ça se pose pas sur le tram, mais ça se pose beaucoup sur les bus, c'est le timing. C'est le temps et l'heure. C'est que si on a envie de prendre le bus, on n'a pas envie de perdre 10-15 minutes. Et ces 10-15 minutes sont importants. Parce que quand vous avez un déplacement et que si vous faites du bus un pilier de déplacement au niveau de Casa, c'est que vous devez arriver en temps et en heure. Et ça, c'est pas encore. Est-ce que la nouveauté, c'est pas justement pour les villes de prioriser le parcours client? Il faut que ça soit autour du citoyen. C'est pour ça que tout à l'heure, pour nuancer les 7,5, je vais parler des files d'attente. C'est là où on regarde le citoyen. Quel est le parcours du citoyen pour se déplacer? Et le parcours, oui, je veux bien. On part de Casa à Tanger en un temps record, mais arrivé à Tanger, vous allez faire la moitié du temps pour aller d'un point A à un point B. Oui. Et ce qui est malheureux. Oui. Vous allez prendre le train d'ici de Casa à Rabat, c'est top ici, mais c'est en temps et en heure. Mais quand vous arrivez à la gare de Rabat, là, ça va être une vraie galère pour prendre... Pas à Rabat. Oui, mais à Rabat aussi, parce que vous avez les clés. Enfin, il faut le faire. Les clés? Ouais. Vous avez les chauffeurs de taxi avec les clés qui arriveront à la gare, qui vont vous dire « je vous prends ». Vous connaissez les clés? Non, les clés. Non, les clés, je crois. Ils font bouger les clés et comme ça, tu sais que c'est... Oui. Oui. Donc oui, la difficulté, elle est là. Oui, c'est vrai. Bien sûr, c'est vrai. Bien sûr, je dis pas des... Ça m'arrive de dire des choses vraies, pas que des bêtises. Et d'ailleurs, pas que des bêtises. Mon expérience personnelle à Rabat, c'est pour ça que à un moment donné, je me suis dit, je ne vais plus à Rabat en train. Je trouve une autre solution. C'est parce que effectivement, le voyage se passait bien, quelquefois des retards, mais bon, c'est pas grave. Le voyage se passait bien. Et quand on arrive à Rabat, là, on a un problème parce que quand on sort pour prendre un taxi, on organise tout ça pour vous. Et si on veut pas s'organiser, qu'est-ce qu'on fait? On va faire 500 mètres, 1 kilomètre, on va appeler un VTC, mais c'est terrible. C'est terrible. C'est là où la note baisse. Le fond de la question, c'est ça. C'est moi, je ne veux pas prendre le taxi pour tout un tas de raisons. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne souhaitent pas prendre le taxi pour beaucoup de raisons. Mais parce qu'on vous oblige quelquefois à rentrer dans un système que même que le consommateur ne comprend pas. Il vous met dans le taxi et vous attendez. Oui. Il vous met dans le taxi, vous êtes une marchandise, vous attendez. Bien sûr. Parce qu'il faut qu'il remplisse. Oui. Et c'est ce qui n'est pas acceptable. Avec un prix souvent qui est... il décide du prix et encore, il décide là où vous déposez. Il vous dit non, il faut simplement traverser, vous allez y arriver. Si la note qu'on doit donner est celle du taxi, c'est une note négative, c'est moins 5 sur 10. Non, mais là, on ne parlait pas même du taxi, on parlait de l'intégralité du transport. Parce que c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est quand on part de Casablanca et quand on décide de prendre... Mathieu, vos questions ne sont pas précises. Non, il est joueur ce matin, c'est pas grave. Il est joueur ce matin. Si c'est de ça qu'on parle depuis tout à l'heure, au début vous me dites il faut... Non, il est joueur ce matin. C'est le transport. Ensuite, vous me dites non, c'est pas le transport, c'est le transport à l'intérieur des villes. Maintenant, c'est tout le transport. Mais c'est la note de quoi que Non, mais là, on est à l'intérieur des villes, même si on parle de transport inter-grande ville. Allez, on parle des avions. Comme ça, il est serein.
Oui, alors les avions. Ismaël, qu'est-ce qu'on peut dire sur les avions? Les avions, la rame, elle cherche à passer à 200 avions dans quelques années. Oui. C'est une très bonne chose. Moi, je suis pas... je suis de moins en moins rassuré quand je monte dans un Boeing, donc j'appelle mes voeux à ce qu'il passe sur Airbus, pour des raisons évidentes. Et Vous savez que c'est l'anniversaire aujourd'hui de la fondation d'Airbus, du groupement Airbus. Ah bon? C'était le 18 décembre 1970. D'accord. Et premier avion, c'était l'A300 en 1972. Qu'ils ont donné pratiquement gratuitement à un entrepreneur américain qui était un ancien astronaute pour qu'il commence à les utiliser. Il s'est rendu compte que c'était des très très bons avions. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à déclencher leur première commande qui a fait d'Airbus qu'elle était aujourd'hui. Et au demeurant, il y avait à cette époque-là une histoire sur le transport d'ailleurs, Ouais. aux États-Unis, parce que les États-Unis ont lobbyé très très fort pour que Airbus ne puisse pas vendre ses avions aux États-Unis, pour protéger Boeing, à l'époque aussi McDonnell Douglas et Lockheed Martin. Et il avait fallu que l'Europe monte au créneau pour pouvoir lobbyer, pour pouvoir faire d'Airbus ce que c'est devenu aujourd'hui. Moi, je vous propose de revenir après les infos de Mourad Baba sur ce sujet, parce qu'il est passionnant, le sujet de la mobilité, des transports, et on parlera évidemment des VTC versus taxi, encore. C'est bien. À tout de suite. Cannes 2025, jour J-3, mobilité. On parle aujourd'hui de transport, d'aéroport, de train, de route, de tramway, de liaison interville, avec Ismaël Bargach, cofondateur de Wayfair, et Hicham Hamadi, PDG de Togo. Et le débat est vraiment un débat aujourd'hui. Ouais. Bah oui, on fait pas semblant. Alors, on va revenir avec une note biographique qui concerne notre ami Hicham Hamadi, qui a publié il n'y a pas très très longtemps, enfin non, vous étiez dans l'Économiste, dans un sujet qui concerne le VTC versus taxi, et vous avez expliqué pourquoi il faut libérer le secteur. Voilà. Et vous avez des remarques là-dessus, des retours sur ce que vous avez dit dans ce dossier? Oui, on m'a appelé pour... aucun retour. Je pense que le retour est plutôt des gens qui trouvent qu'il est temps que le secteur puisse être, on va dire, régi par des règles et réglementé, pas libéralisé. Le bon terme, c'est libéralisé. Non, il est déjà libéralisé. Il l'est, hein. Il l'est de fait. Il est de fait. Oui. Donc, non, c'est surtout réglementé. Mettre de la réglementation dessus. Mais croire que c'est pas libéralisé, c'est faux. Aujourd'hui, les sociétés privées, typiquement comme la nôtre, travaillent, et ils ont pignon sur rue, et il y en a qui gèrent des millions de courses par semaine. Donc, il est libéralisé. Oui. Ça, c'est un fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de réglementer? Moi, je pense qu'il faut faire très attention avec le terme réglementé. Vous réglementez, vous pouvez tuer Mais réglementer, ça veut dire quoi en fait? Ça peut vouloir dire tout ce qu'on veut. Oui. Réglementer, vous mettez si vous réglementez en disant j'ai besoin que vous m'ameniez une berline qui coûte $40,000 pour pouvoir travailler, ça, vous avez tué le secteur. Bien sûr. C'est terminé. Si vous réglementez en disant je vais mettre un numerus clausus sur la quantité de chauffeurs qui auront l'autorisation de faire ça, vous avez tué le secteur. Le moteur, le cœur qui bat de cette industrie, c'est la quantité de chauffeurs qui sont en circulation. Plus vous en mettez, plus vous avez de clients. Il n'y a pas besoin de clients pour trouver des chauffeurs, il y a besoin de chauffeurs pour trouver des clients dans cette industrie-là. Donc la seule manière pour ces plateformes de faire des grosses entreprises qui règlent un vrai problème de transport urbain et qui sont des entreprises très rentables, qui paient des impôts, qui créent de l'activité économique, etc., qui créent de c'est de ne l'emploi. surtout pas réglementer. Qui crée de l'emploi. C'est de ne surtout pas réglementer. Oui, non, réglementer, il faut de la réglementation. Si vous réglementez, la seule réglementation qu'il devrait y avoir, c'est allez-y. Non, allez-y avec un certain nombre de règles, parce que il est question aussi d'équilibre, il est question de pérenniser un certain nombre d'emplois, il est question que ça ne soit pas tout azimut, il est question de protection, par exemple, de sécurité, la responsabilité dans le trajet. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de sécurité plus forte que le NPS. Oui, mais... Il n'y a pas de sécurité plus forte que le NPS. C'est quoi? Net Promoter Score, c'est la note qui est mise par le chauffeur pour le client et par le client pour le chauffeur. Oui, mais ça c'est pas une garantie de sécurité. Ça, c'est plus puissant qu'un... beaucoup plus puissant qu'un permis de confiance. C'est beaucoup plus puissant que non, tout ce que ça vous donne tous les moyens de choisir. Vous regardez la note, vous dites je prends, je ne prends pas. Alors, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Non. S'il y a un incident dans une voiture, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la probabilité qu'il y ait un incident quand vous avez... Très faible. Mais quand ça se produit, très faible. Pardon, une question simple. Vous avez un chauffeur qui a pris 10 000 courses
et qu'il y a une moyenne sur ces 10 000 courses Mhm. de 5,9 de Ouais, 4,9 il est bon, il est sur bon. 5. Il est bon. Quelle est La la probabilité elle est qu'il y ait un faible. problème avec Bah, lui? Elle est très faible. Bah oui, bah, mais quand ça se produit, on qui est gère la responsable? probabilité. Ok. Maintenant, je vous pose la Un même accident, question. J'ai pas de problème. un problème Bah, mécanique. Il y a franchement, un accident, c'est un accident. Non, ça, un c'est- incident entre un chauffeur et un client. La probabilité, elle est faible, elle vaut pas 0. Ouais. On est d'accord? Ouais. Elle vaut pas 0. Ouais. Quand elle se produit, qui est responsable? Mais est-ce que maintenant. Je vais te reposer la question d'une autre manière. Le jour où tu auras des enfants, le Ouais. jour où tu auras une fille qui prendra le VTC, tu vas te poser cette question. Mais moi, Ma fille, elle a 17 ans. Moi, Ok. moi, le jour où j'aurai une fille qui prendra un VTC, que je saurai qu'elle sera avec un 4,9 sur 5, Oui, oui, qui a 10 000 cours, je serai rassuré. très bien. Mais Moi, quand, de mon quand- point de mais- vue, si on regarde ce problème, si on enlève non, mais quand ça se l'émotionnel et produit, il n'y a pardon, pas d'émotionnel. Pardon, juste une seconde, juste une phrase. Si aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est légiférer, ce qu'on doit optimiser, c'est la probabilité. Exact. Pas l'anecdotique. Non, Et c'est pas de qui- l'anecdotique. L'anecdotique qui est portée Ça se par le produit. sentimental. Non, il n'y a pas de Si on sentimental. fait ça, bah si Non. tu me parles de Non, ta fille de non, 17 ans, bien Moi, sûr que c'est moi, je te parle sentimental. d'un fait réel. Je te parle de Bah, faits dans c'est lesquels il y a des êtres humains. Le Toi, tu me NPS, parles c'est de un fait chiffres. réel. Non, moi, non. moi, je te parle de probabilité. Non, tu me parles de chiffres. Je te Tu parle me de dis, chiffres. la probabilité, elle est presque à 0, donc on C'est- n'en parle pas. Moi, je C'est pas qu'on dis n'en parle pas. Au Bah, contraire, donc, je dis, si tu- on fait ça, on met toutes les chances de notre côté. On en toutes parle. les chances, mais ça peut se produire. C'est ce que je suis en train de te Mais il y dire. aura, Bah, tout- bien il y a- sûr. il y aura toujours une Messieurs, probabilité bien que ça se sûr. Là, il y a- produise. Bien sûr. Toujours. Mais qui est Messieurs, responsable? Messieurs, Bah, là, il y a il y a des une gens. Qui est justice. responsable? Si demain il y a un problème, une justice. Ok, qu'est-ce que. Si la Cam- justice demain, au lieu Je suis qu'il y ait d'accord, 1000 très cas, il y bien. en a un. Bah, on est Non, tous je suis contents. d'accord, mais quels Voilà. sont les éléments de sécurité lors de ce trajet? C'est ça ce qui m'intéresse. C'est le moi. NPS. Non. C'est Comment pas que de la non notation, Mais- c'est pas messieurs, suffisant. Messieurs, Bah, là, non. il y a des Pas suffisant. auditeurs. Il y a Pas des suffisant. auditeurs Il y a qui des sont- assurances. Alors attendez. Il y a- Est-ce voilà. que- Il y a des assurances. Il y a des assurances, par il y a exemple. une justice. Eh ben, Je demande le VAR. s'il non, vous non, plaît. non, mais Je ça va dans le demande- sens de la réglementation parce que quand il pose la question, qu'est-ce qu'on Oui. va mettre dans cette Ok. réglementation? D'accord. Bah, des éléments de sécurité et des éléments d'assurance. Non, mais C'est comme quoi, Il par faut que les exemple plateformes puissent être responsables Est-ce du qu'on peut- trajet. Peut-être Et qu'on pour- peut dire qu'il faut que les NPS puissent être consultables par l'intérieur. Non, ok. Ça oui, très bien. Non, tu es Mais- toujours dans la Il faut logique. avoir une approche probabiliste. Ismaël, tu es dans C'est une le- logique. c'est- Non, le, non, le- non. le langage universel de l'humanité, c'est les maths. Je- À partir du moment où, du point de vue des Quand tu probas, souscris à une assurance, tu as une assurance. La probabilité que tu fasses un accident, elle est très faible parce que le S sur P, il est connu. Mais encore est-il, quand vous allez faire un accident, vous êtes couvert. On va pas se dire, Mais- ah non, la mais les probabilité, voitures, elle dans était... lesquelles, les voitures dans lesquelles on monte, elles sont Non. assurées. Moi, je dis pas le Non, contraire. je parle de vous en tant que conducteur, ok? Donc quand vous souscrivez à une assurance, on va pas dire, ah, ça fait 10 ans qu'il n'a pas fait de... Bah, si, c'est comme ça que l'assurance calcule. Laisse-moi calcule le coût. terminer. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas fait d'accident, il va pas en faire. Non, ça peut se produire. Et c'est pour ça que tu souscris à une assurance. Ouais, ouais, C'est absolument. pour cela. Et quand ça se produit, tu es couvert. Ok? Moi, je te pose la question, quand ça se produit, qui paye? L'assurance. Bah non, quand il y a un incident entre un chauffeur. Je te parle pas d'un accident, je te parle d'un incident. C'est différent. Et c'est là, La justice. et c'est là où le sens de la réglementation Un que incident, moi je c'est-à-dire, prends. ils se sont engueulés, ils sont pas contents. Il y en a Ok, un qui est ils pas se sont content, battus, il y a quelqu'un qui ils est se mort, sont je sais pas ce qui va. bagarrés. ok. Ben voilà, ben, ça, c'est une justice. C'est la Et justice. c'est pour cela, Tu que vas le pas venir sens. créer un truc parallèle à Bah, la on peut, justice on peut qui créer fait une son assurance. On peut créer une assurance. Oui, voilà, créer une assurance, c'est une bonne idée. Bah oui. travail. Une On peut assurance, mettre une mais assurance. assurance anti-dispute. Messieurs, Bah, bien sûr, messieurs, ça existe. messieurs, Bien messieurs, sûr. Messieurs, Il y a les messieurs. tierces. Il y a des Il y gens, a plein d'assurances qu'on peut messieurs, créer. il y a des Bien sûr. auditeurs qui sont en train de se Non, dire. mais le sous-jacent Ismaël- de tout cela. Il ne faut pas Ismaël- Moi, je vais vous dire le sous-jacent Non, mais de tout cela. après, on a une Ismaël, il petite pense. pause. Alors, Oui, a une on aura pause. la pause. On a une Le pause sous-jacent, fraîcheur. le sous-jacent, parce que quand on parle de ça et on parle de responsabilité des plateformes, derrière, ça a un impact sur les prix. Ismaël, je connais le sous-jacent derrière, c'est qu'il veut que ça soit complètement libre et qu'il n'y ait pas d'impact sur les prix. Non, Mais le non, fait que monsieur. ce soit libre, ça a un impact sur les prix. Oui, ça Ça a un baisse. impact- c'est le plus Bien gros sûr. impact sur les prix, c'est Bien que ce sûr. soit libre. Mais il faut C'est comme ça que le prix se régule mais il le faut mieux. absolument qu'on offre aux Marocains un transport de qualité sécurisé. La Et meilleure c'est le manière sens pour de la que ce soit réglementation. sécurisé, c'est que ce soit libéralisé. Oui, bien sûr. Je dis pas le contraire. Avec des règles. 9h15, Avec le minimum de règles. une petite Oui, pause avec- fraîcheur. là on est d'accord. Avec minimum de règles. Mais des règles. 9h15, une petite pause fraîcheur, on se retrouve juste après. Les débats express.
Alors, Ismaël Bargache est parti du coup. Non, c'est pas vrai. Non, il s'est enfui. Il s'est enfui. Non, il s'est enfui. Il pouvait pas tenir. Il était obligé Il avait peur de partir. Il avait un petit empêchement jusqu'à Non, il avait 9h30, mais je pense qu'il a eu très peur en fait. Il a fui. C'est une fuite, ça. C'est une fuite d'Ismaël Bargache. Voilà, on le mettra. Donc, on le mettra au crédit d'Hicham Hamadi. J'exige un match au retour. Est-ce qu'on peut consulter le VAR, s'il vous plaît? Alors, on va du coup transformer le deuxième sujet en débat express sur les PME. Depuis plusieurs semaines, le débat est assez vif, alimenté aussi par le chef du gouvernement. Le Maroc ferait face à une vague de faillites touchant les petites et moyennes entreprises, une alerte sérieuse dans un pays où l'emploi repose largement sur les PME et les TPME. Alors, pourtant, les chiffres officiels racontent une histoire plus contrastée, hausse continue du nombre d'entreprises actives, création ou progression et fermeture qui relèverait davantage d'un assainissement fiscal que d'un effondrement économique. Dans le même temps, après des années d'attente, une charte de financement et d'accompagnement des TPE vient enfin d'être lancée, censée lever l'un des principaux freins à leur développement, l'accès au crédit. Est-ce que cette charte va donner un peu d'oxygène aux TPME, aux TPE? On va dire dans le principe global, oui. Maintenant, le diable est dans le détail. Comment elle sera appliquée, comment les banques vont l'appliquer, comment les PME auront accès à de l'argent, quelles sont les garanties qui seront demandées. Donc oui, qu'il y ait du financement qui est dédié, c'est très bien. C'est une très bonne chose. Mais c'est toujours le problème en bas, c'est qu'on ne croit pas aux idées, on ne croit pas aux projets et on croit à l'hypothèque. C'est ça la vraie équation. C'est l'immobilier versus tout le reste. C'est qu'on ramène tout, parce que vous avez beau proposer un projet. En fait, une banque, quand vous partez chez une banque avec un projet, il va vous demander le business plan, il va vous demander le truc, l'idée, le machin, et à la fin il vous dit, avez-vous une hypothèque? Et globalement, tout le reste ne vaut rien. Si vous avez l'hypothèque par rapport au crédit que vous allez prendre, c'est très bien. Vous n'en avez pas, il n'y a plus rien. Et c'est tout. Et donc, c'est là où le bas blesse. Vous voulez dire que les banquiers ne s'intéressent pas à l'idée, en fait, voire même à la dynamique de ils regardent tout ça. Ils regardent ça. Mais ça pèse, autant, très peu. Autant que l'hypothèque. Si vous n'avez pas d'hypothèque, c'est une condition éliminatoire. Ouais. C'est aussi basique que ça. Enfin, sauf que pendant le Covid, il y avait les deux crédits, enfin les deux financements que j'oublie les noms. Ntelaka et dans lesquels il n'y avait pas cette exigence, mais ça a duré, la durée était très faible et en plus ça a pas été généralisé. Donc oui, les banquiers ils sont sur ça. Donc si on dépasse cela, là je dirais que cette charte va avoir un impact. Va avoir un impact sur le financement, sur le financement du BFR, sur le développement de la PME, surtout sur la réduction de cette faillite des PME. Parce que c'est un fait réel. Alors, je ne pense pas que c'est une faillite de l'économie. Je ne crois pas. Ceux qui disent ça, ils sont extrémistes. Je pense plutôt que c'est un symptôme de l'incapacité de l'économie à créer beaucoup d'emplois. Et c'est la conséquence directe. Parce que si vous faites la corrélation avec l'emploi créé ou non créé, vous trouvez que notre économie n'en crée pas suffisamment, parce que globalement, on est resté sur des programmes et des stratégies qui créent de l'emploi précaire et non pas de l'emploi périn, avec 3 verticales qui ont été lancées par le gouvernement, et que derrière, il n'y a pas de soutien de l'entreprise. Moi, je le dis tout le temps, pour créer de l'emploi, il faut créer des employeurs. Parce qu'on ne crée pas de l'emploi comme ça, il nous faut des entreprises qui créent de l'emploi. Donc soutenir de l'emploi, c'est soutenir les employeurs. Et soutenir les employeurs, ce ne sont pas les grandes entreprises, ce sont les très petites entreprises. Ce sont les PME. Parce que c'est là où il y aura le volume. Parce que c'est là où chaque entreprise, si elle emploie 2 et on a 1000, c'est 2000. Ouais. Alors qu'une grande entreprise, elle a la capacité de faire 50, 60 emplois à la fois. Ouais. Donc c'est là où ça se passe. Ouais. Et c'est là où la stratégie devrait être orientée vers la PME. Est-ce que la fiscalité 2026, la nouvelle fiscalité, va être un frein ou va permettre aux TPE de se développer? Je n'ai jamais cru que la fiscalité est un outil qui permet le développement de l'emploi. Parce que moi, je veux bien payer des impôts. En fait, la question n'est pas créer de l'entreprise parce que vous allez créer moins d'impôts. On crée une entreprise parce qu'on a des bons de commande. Oui. On crée une entreprise parce qu'on a un marché. On crée des entreprises parce qu'on a
du travail, parce qu'on a une prestation. Et après, se pose la question de on paye des impôts ou on souhaite payer moins. Donc la question principale, c'est pas, vous savez quoi? Vous allez payer moins, donc allez. Non, oui, c'est vrai que ça attire les capitaux. Donc ils vont se dire, on va aller dans ce type de métier. Mais c'est pas le moteur. Le moteur, c'est comment rendre les marchés accessibles aux PME. C'est la vraie question. Comment faire en sorte à ce qu'une PME puisse accéder à un marché public sans pour autant passer par les cautions provisoires, les cautions définitives, les attestations de référence. Vous savez, typiquement, sur des projets uniques, on va vous demander des attestations de référence alors que c'est un projet qui n'existe nulle part ailleurs. C'était le cas pour le TGV avant. On vous dit, est-ce que vous avez fait un projet similaire? Ok, il y a combien de TGV dans le monde? C'est tout. Donc, typiquement, c'est ça. Donc, c'est rendre l'accès au marché facile. C'est ça le plus important. Si vous faites ça, effectivement, il y aura de l'emploi, il y aura de la création d'entreprises, il y aura de la création de valeur. Après, l'outil fiscal, il a du sens parce qu'il permet de faire en sorte à ce que la valeur puisse rester dans l'entreprise et donc probablement plus d'investissement. Deuxième sujet, on reviendra sur ce sujet-là dans un débat plus long, bientôt dans les décodeurs. On avait déjà parlé de ce sujet, mais on était dans l'attente d'une décision de l'Union européenne. Donc ça s'est passé mardi, donc avant-hier. Hein. L'Union européenne renonce à interdire la vente de voitures neuves à moteur essence ou diesel en 2035, après avoir entériné la fin des moteurs thermiques à l'horizon 2035. Donc l'UE a finalement assoupli cet objectif au terme de longs mois de tractation destinée à soutenir des constructeurs automobiles européens en pleine tourmente. Alors, à la place de l'interdiction des voitures neuves à moteur thermique qui était prévue à cette échéance, les constructeurs devront réduire de 90% les émissions de CO2 de leurs ventes par rapport au niveau de 2021 et compenser les 10% d'émissions restantes. Bruxelles assure ainsi que le secteur sera bien décarboné à 100% à cet horizon. J'ai repris exactement les termes. Oui, c'est une question très politique parce que actuellement la voiture électrique c'est la Chine. Oui. Et donc globalement aller vers le sens de l'interdiction dès le départ. Enfin, quand l'échéance était lancée, c'était dans l'espoir que les voitures, on va dire à carburant, que les constructeurs puissent se transformer rapidement. La réalité est que la Chine a dépassé tout le monde. La réalité est qu'aujourd'hui, les marques chinoises sont de qualité, de meilleure qualité, prix complètement intéressant et surtout avec des garanties exceptionnelles. Donc, arrêter le moteur à combustion en 2035, c'est tuer l'industrie automobile autre que chinoise. J'allais dire européenne, mais autre que chinoise. Oui, il y a aussi une question de culture. Est-ce que la culture européenne, elle n'était pas plus thermique et c'est difficile de sortir de cette culture-là. Alors, c'est difficile, c'est un choix, c'est un parti pris. Globalement, la Chine a fait le parti pris, elle a transformé son industrie. Aujourd'hui, c'est le full électrique, le bus électrique, le taxi électrique, les VTC sont électriques. C'est un parti pris qui a été fait. En Europe, non. Le choix qui a été fait, c'était une bascule, on va dire, complètement dans le temps. Et donc, avec du moteur hybride, et puis après, tiens, on va faire un peu d'électrique, sachant qu'ils sont mieux lotis que nous, hein, avec des bornes, avec la moto électrique et tout. Donc, c'est une décision qui, pour moi, purement politique et économique, pour permettre encore aux constructeurs non chinois de pouvoir se transformer. Et surtout, maintenant, si la question elle est plus sur l'écologie, ils vont probablement aller sur les achats de crédits de carbone de telle manière à ce que ça puisse... c'est classique. C'est classique. Ouais. Maintenant, ce qui est certain, c'est que la vague chinoise est en train de prendre le monde. On l'a vu ici au Maroc avec une arrivée de marques de partout, avec de la qualité surtout, et surtout les voitures électriques qui sont maintenables facilement. Vous savez, on passe de 300 pièces à 30 pièces à maintenir. Et c'est très rapidement, c'est très facile à maintenir. Et surtout, c'est affordable, c'est que globalement, vous dépenserez moins, parce que ça consomme moins. Oui. Et puis, il y a la création, et puis on voit le développement d'une énorme marque qui est BYD. Qui est le fer de lance. Maintenant, il y en a plein. Oui, il y en a, mais là, on a vraiment une grosse marque. BYD, on fait le parallèle toujours entre BYD et Tesla, parce que globalement, c'est
c'est le Tesla chinois, mais c'est une marque mainstream, c'est une marque complètement à large scale et à large cible. Tesla reste un peu semi-premium, je dirais, ou super mainstream, enfin on verra. Donc c'est le fer de lance et c'est quelque chose c'est une boîte qui a réussi à avoir une gamme de produits, une large gamme de produits. Et donc ils sont capables d'offrir de la superbe qualité à l'entrée de gamme. Et c'est en train de prendre le monde. C'est en train, a pris déjà en termes de volume et en termes de technologie. Maintenant, il y en a d'autres, ça arrive. Oui, oui. La disruption, elle ne s'arrête pas. Question, l'impact sur nous, sur le Maroc, de cette décision, donc l'impact sur les pays comme le Maroc qui fabriquent Des voitures pour des marques européennes. On doit absolument, et je pense qu'il y a quelque chose à faire maintenant sur nos stratégies, c'est d'aller dans la transformation des sous-traitants pour qu'on aille vers l'électrique. On doit y aller d'une manière très forte. Je pense que les projets de batterie ont énormément de sens sur les 10 prochaines années. Maintenant, on doit aller aussi sur d'autres composants logiciels. Parce que la voiture électrique, c'est du software, principalement. Ouais. Et on a une opportunité en or de nous positionner sur ça. Et tous les investissements et les recherches de développement devraient être axés sur ça. On est sur la batterie qui est l'élément essentiel de la voiture, c'est sûr. C'est 60% à 70% de la voiture. Mais on doit aller sur le logiciel parce que tout se passera sur ça. Et toute la valeur ajoutée va être sur l'élément logiciel. Et Dieu sait que c'est l'élément le plus simple. Enfin, le plus complexe parce qu'on n'a pas, mais le plus simple parce qu'il nécessite quoi? Des êtres humains, des développeurs, des codeurs. Et ça, on en a. On en a à gogo et on en a de très grande qualité. Ouais, et alors, du coup, ça nous laisse un peu plus de temps, là. Oui. Voilà. Bah oui, on a le temps, mais c'est maintenant. Ouais. En fait, le meilleur moment de le lancer, c'est maintenant parce qu'après, ça va être trop tard. Et c'est les générations à venir, c'est notre capacité à adapter. Surtout qu'on a maîtrisé jusqu'à maintenant, on a une valeur ajoutée sur les voitures qui dépasse les 50%. Et donc, on a la maîtrise d'un certain nombre d'éléments qu'on peut tout de suite convertir pour aller vers la voiture électrique. Donc oui, on a une opportunité en or de nous positionner, ça nous laisse le temps, mais il ne faut pas qu'on dorme parce que en général, quand on a le temps, vous savez, c'est typique de nos enfants. On connaît ça. Et il attend la dernière seconde de la dernière minute pour réviser. Ouais. Et parce qu'il se dit j'ai le temps. Et plus on est pressé par le temps, plus on est efficace. Oui. Voilà, exactement. Quand on est adulte, on a la capacité de dire à tout le monde j'aime bien travailler dans l'urgence. Exactement. Voilà. Mais en fait, c'est un peu de l'escroquerie des fois. Exactement. Non, c'est de l'escroquerie. C'est pas un peu. Merci Hicham Abadi, c'est un plaisir. Qui est venu pour répondre à plein de questions, plein de sujets aujourd'hui, comme tous les jours dans les décodeurs. Et on se retrouve pour la suite de la matinale, juste après les infos de Karim Droné. Tous les matins, 7h-10h.